Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous brosser rapidement l'histoire un petit peu et les concepts peut-être et les défis de l'immunothérapie des cancers. Alors, les gens de notre génération, et quand ils s'intéressaient à l'immuno-oncologie, ils avaient un petit peu de difficultés dans le milieu à la fois scientifique et médical. Parce que, grosso modo, le fait que, comme Sébastien l'a très bien dit, le système immunitaire qui est fait pour nous aider à nous défendre contre les infections était capable de reconnaître des cellules cancéreuses, c'est quelque chose qui n'était pas très solide. Et je vous ai mis ce qui a posé les bases de ce qu'on appelle la théorie de la surveillance immunitaire. Vous verrez que ce n'est pas très fort. Paul Ehrlich, il y a plus d'un siècle, avait dit, qui était vraiment le créateur de tellement de choses, de la notion de récepteur et du système immunitaire au fond parmi d'autres, il avait dit le système immunitaire peut influencer la fréquence des cancers, peut influencer. Burnett, qui a eu le prix Nobel en 1957, il y a deux penseurs qui ont créé la théorie de la surveillance immunitaire. Il écrit, il n'a pas eu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, il n'est pas inconcevable que de petites accumulations de cellules tumorales peuvent se développer et parce qu'ils possèdent des potentialités antigéniques, induire une réaction immunitaire efficace qui ferait que cette tumeur régresse et qu'on n'aurait aucune indication de son existence. Il n'est pas inconcevable, hein, c'est pas très fort. Et en plus, si la surveillance immunitaire existe, il n'y a pas de cancer. Allez démontrer que quelque chose que vous n'avez jamais vu a existé. Donc on est plus dans le domaine de la foi que dans le domaine de la science. Là, hein. Lewis Thomas, il est un peu plus fort. Hein. Il dit c'est une évolution, c'est une nécessité de l'évolution qu'il doit y avoir certains mécanismes pour éliminer ou inactiver des cellules potentiellement dangereuses comme les cellules tumorales. Mais alors comme il a très peur d'être audacieux, il dit et on spécule que ça pourrait être de nature immunologique. Donc quand je suis arrivé à Saint-Louis, où Maurice Veil était là, et que j'ai commencé avec François Korulski chez Jean Dosset à travailler sur l'immuno-oncologie, je peux vous dire que c'était pas très populaire à l'époque, mais et c'est à François Korulski qui est mort il y a quelques années que je voudrais rendre hommage parce que vraiment il a été la force très forte derrière ça. Dosset, il ne croyait pas beaucoup. Et autour de nous à Saint-Louis, ce n'était pas non plus quelque chose de très important. Et d'ailleurs, en 2000, il y a une grande revue qui a été écrite par deux Américains, Doug Hanahan et Bob Weinberg, qui mettaient quels sont les 6 éléments qui font qu'on développe un cancer. Et ils sont là, peu importe, on devient insensible grosso modo, c'est des éléments qui sont liés à la prolifération tumorale, à l'invasion, à l'angiogénèse. Mais comme vous le voyez ici, pas un mot sur l'immunologie. 2000. Donc, 100 ans après Ehrlich, 50 ans après la théorie de la surveillance immunitaire. 2011, 10 ans plus tard, les mêmes récidivent et ils disent « Oulala !» Ce qui est très important pour un cancer, parmi d'autres, 4 autres points sont importants, et 2 dont vous avez entendu les mots prononcés par Sébastien. Il faut échapper à la destruction immunitaire. Vous vous rappelez, il a dit destruction, et puis il faut réverser l'inflammation induite par les cellules tumorales. Et vous voyez, inflammation, il vous a dit pour qu'il y ait danger, il faut qu'il y ait inflammation, et les cellules tumorales sont capables de faire de l'inflammation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans ? Est-ce qu'ils ont été touchés par la foi, tous ces molécularistes ? Est-ce qu'ils ont rencontré des immunologistes qui les ont convaincus ? En tout cas, le mouvement a été puissant, puisque dans les années qui ont suivi, 2011, 2013, tous les grands journaux scientifiques, et ça continue encore aujourd'hui, font leur une sur l'immunothérapie. En 2000, ça n'existe pas. À partir de 2010, ça prend vraiment, ça devient la vedette. Alors, ça vient de quoi ? Et ça vient du fait, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, qu'on a réalisé qu'une tumeur, ce n'était pas seulement des cellules cancéreuses. C'est des cellules cancéreuses qui se développent dans un tissu et que c'est tout
ce développement dans le tissu, cet écosystème qui est important. Et puis ensuite, ces cellules cancéreuses, elles vont soit dans le sang, soit dans des vaisseaux lymphatiques, soit le long de nerfs, pour circuler et aller migrer dans un autre organe où elles forment des métastases. Et pendant toutes ces interactions, elles sont en contact avec le système de défense immunitaire, et donc elles doivent avoir un moyen d'y échapper. Et en fait, cet écosystème, ce qu'on appelle le micro-environnement, commence à être très très bien connu, et on sait que maintenant, il y a des cellules du système immunitaire et de l'inflammation dans le centre des tumeurs, dans leur marge d'invasion et dans des structures lymphoïdes organisées où se montent les réactions immunitaires dont Sébastien vous a parlé. Donc un cancer, ce n'est pas seulement ce qui est en bleu ciel ici, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, mais c'est tout ça, et c'est ce tout ça qui va faire que l'on va avoir une évolution ou une autre de son cancer, et ce sont ces différentes cellules qui sont les cibles de l'immunothérapie dont on va parler, et qu'on va essayer de modifier de telle sorte à ce qu'elles deviennent antitumorales au lieu d'être au mieux sans pouvoir et sinon même protumorales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans qui ont amené à ça? Beaucoup de choses. Beaucoup de travaux ont été faits. Comme je suis paresseux, c'est plus facile pour moi de prendre des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire. Et je vais vous illustrer les travaux qu'on a faits avec Jérôme Gallon et que nous avons publiés il y a une dizaine d'années à peu près. Nous avons analysé 1 millier de patients avec des cancers colorectaux, et vous savez que la progression, ce qu'on appelle la survie sans progression, c'est-à-dire tant que le cancer n'augmente pas de taille ou ne va pas à distance, est dépendant de ce qu'on appelle le stade, c'est-à-dire stade 1, ce sont des petits cancers localisés, stade 2, des cancers localisés mais plus gros, stade 3, il y a un envahissement ganglionnaire, stade 4, ils sont déjà avec des métastases dans des organes à distance. Et vous voyez que cette survie dépend directement du stade, et même dans les stades 1, 20% des patients vont récidiver, 30% dans un stade 2, 40% dans un stade 3, et tous quand ils sont métastatiques. Alors, pour vous raconter une histoire qui a été assez longue, mais la faire plus courte, nous avons mesuré, vous savez, ces cellules dont vous a parlé Sébastien tout à l'heure, les lymphocytes T, c'est les cellules qui sont capables de détruire des cibles infectées par des virus, mais aussi des cellules cancéreuses. Et nous avons regardé une population particulière qui s'appelle les mémoires, celles qui ont vu un antigène. Regardez, dans les tumeurs où il y a une très forte infiltration de ces cellules, même les patients avec un stade 3 font mieux que les patients non stratifiés avec un stade 1. Donc quand vous avez beaucoup de cellules, et même les patients métastatiques, quand vous avez beaucoup de cellules T immunitaires dans votre tumeur, sans aucun autre, avant tout traitement, c'est de bons pronostics pour le patient. Mais plus impressionnant, chez les patients dont les tumeurs ont perdu ces cellules, ou ne les ont jamais eues, même des petits cancers de stade 1 et stade 2 se comportaient comme des cancers métastatiques. Et donc ça a été un peu, il y a eu d'autres travaux du même type, ça a été un petit peu un choc dans la communauté. Et nous avions osé écrire à ce moment-là, en 2006, il y a plus de 10 ans, que l'évaluation du type, de la densité et de la localisation, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, de la réponse immunitaire naturelle. On n'a pas fait d'immunothérapie chez ces patients à ce stade. Dans des territoires tumoraux distincts, prédit la survie des patients, la vie des patients, mieux que tout ce qu'on faisait jusqu'à présent de l'extension des caractéristiques moléculaires, etc., des cancers. Alors je peux vous dire qu'il y a 12 ans, maintenant, en 2006, on n'était pas populaire du tout. Les meilleurs de nos amis nous considéraient comme de doudingues et nous recommandaient de cesser de prendre des drogues illicites. Les cancérologues sérieux étaient sérieux, ils ne nous prenaient pas au sérieux, ce qui était tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que ce genre de travaux et de beaucoup d'autres du même type ont apporté, à la fois chez l'homme et dans des modèles murins? C'est ce que Sébastien a un peu abordé, c'est qu'on a changé de paradigme. Jusqu'à cette période, on cherchait à détruire la cellule tumorale, on cherche toujours à le détruire, et puis, puisque la réaction immunitaire naturelle semble être capable de contrôler d'une façon ou une autre des cancers,
eh bien peut-être on va changer de paradigme et on va essayer d'activer les réactions immunitaires et rendre le patient acteur de son propre contrôle du cancer et de sa propre guérison, hein, ou en tout cas contrôle au minimum. Alors pour ce faire, on dispose, et on va vous parler de beaucoup d'armes. Je présente ici 3 armes dont on va vous parler beaucoup aujourd'hui. L'un, ce sont les lymphocytes T, spécifiques de la tumeur. Nicolas Boissel vous en parlera. L'autre, ce sont les anti-checkpoints. Alors qu'est-ce que c'est que des checkpoints? Ce sont pour faire de la tolérance en périphérique, pour que le système immunitaire ne s'emballe pas, il a besoin d'avoir des freins, hein, sur lesquels c'est appuyé, de façon à ce qu'il ne passe pas son temps à produire des anticorps ou du lymphocyte tueur ou ce que vous voulez. Et donc, parmi ces freins, il y en a 2 qui sont assez célèbres, un qui s'appelle PD-1 et l'autre qui s'appelle CTLA4, peu importe. Et donc, la cellule tumorale ou d'autres cellules du micro-environnement ont les pieds qui appuient sur ces freins, et il y a des anticorps anti-checkpoint qui empêchent ces pieds d'appuyer et qui révigorent ces lymphocytes T de façon à ce qu'ils soient capables de détruire les tumeurs. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, juste puisqu'on a 2 exemples. Ce qui a lancé l'immunothérapie en 2011, un travail sur un de ces freins qui a suivi des dizaines d'années de recherche, hein, encore une fois, CTLA4 a été décrit par Pierre Goldstein en 1987. Des mélanomes métastatiques, vous voyez, traités comme on savait les traiter à l'époque. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'était quelque chose de tragique? Regardez, la moitié des patients sont morts en moins d'1 an et 90% des patients sont décédés pendant l'essai. Et quand ils sont traités par ça, vous avez un groupe de patients qui se met, 40% ici, 35%, vous verrez les chiffres mieux tout à l'heure, qui survit. À long terme, et vous verrez probablement que ça dépasse de loin les 5 ans qui sont ici. Le cancer du poumon, une maladie extraordinairement agressive que Benjamin Besse va discuter. Vous voyez ici que c'est un autre essai sur 2 ans par rapport à la chimiothérapie classique, un anticorps anti-checkpoint, la même chose. Ça met du temps à se mettre en place et le pourcentage de patients qui sont vivants 2 ans, 4 ans, 5 ans plus tard devient de plus en plus important. D'où l'idée que vous verrez cette diapositive plusieurs fois probablement, que la chimiothérapie permet aux patients de voir leur tumeur régresser, mais à long terme, dans la majorité des cas, il n'y a pas de bénéfice de vie très important. L'immunothérapie met du temps à se mettre en place et aboutit à un bénéfice de vie. Et ce que nous cherchons tous, c'est ça. Donc je vais m'arrêter là et... non, n'espérez pas, je vais continuer à parler. Et aborder 2 points. L'un, c'est le passé, l'autre, c'est ce que je vois comme question pour l'avenir. Quelques éléments historiques. L'immunothérapie, c'est ancien, en fait, hein, et il y avait une immunothérapie extrêmement active. Et avec Maryse Veil, nous discutions de Georges Maté tout à l'heure, qui est décédé aussi il y a quelques années. On sait depuis les années 60 qu'on peut traiter des leucémies aiguës en prenant des lymphocytes, des cellules qui contiennent des lymphocytes chez un individu normal, en traitant, ce qu'on appelle conditionnant le patient, et en injectant ces lymphocytes qui vont détruire les cellules leucémiques. Et ça a été pendant longtemps un des traitements curatifs de la leucémie aiguë. Alors je montre aussi, ici ce sont les avancées cliniques, ici ce sont les avancées fondamentales, en vert. Et parallèlement à ça, et le premier succès, je crois, de greffe de moelle allogénique, c'est Georges Maté en 1963. George Klein démontre qu'il y a des anticorps contre les leucémies, et j'ai eu la chance de participer à un travail qui, je crois, était la première démonstration chez l'homme d'une réaction immunitaire cellulaire contre sa leucémie avec François Kouriski, grâce à Maryse Veil et à Claude Jacquia. C'est-à-dire, en 1966, je parle sous votre contrôle, pour la première fois, je pense, on met des enfants qui ont une leucémie en rémission complète par chimiothérapie. Donc, du coup, ces enfants n'ont plus de cellules tumorales. Donc, on peut avoir leurs cellules tumorales avant la rémission complète dans la moelle, et puis ils sont en rémission complète. On peut prendre leurs lymphocytes
à ce moment-là, qui sont normaux. On mélange les deux et on obtient une réaction des lymphocytes qui montre qu'ils ont reconnu leurs cellules tumorales. Je crois que ça a été la première démonstration en 69. Et puis, on utilise des anticorps monoclonaux contre des lymphomes B, on en parlera. La théorie de Bob Schreiber, les travaux dont je vous ai parlé, Georges Koukos, dans l'ovaire, cancer de l'ovaire, nous dans le poumon, et puis les anticorps bispécifiques, et puis à partir de 2010, c'est pas qu'il n'y ait pas d'avancée en recherche fondamentale, mais le grand effort a été posé sur le développement de ces techniques d'immunothérapie nouvelles, et je n'arrive pas à voir bien les anticorps anti-checkpoint, l'écarté dont va vous parler Nicolas Boissel, et ça continue comme ça, et qui sont accompagnés évidemment d'avancées sur la recherche fondamentale, mais la recherche fondamentale qui va apporter maintenant un élément bouleversant ce type d'approche est en train d'être dans les tuyaux, n'est pas encore là complètement. Alors l'immunothérapie, on a plein de moyens de la faire. Je vous ai parlé des checkpoints, mais on peut faire de la vaccination, on peut faire je ne sais plus où c'est écrit, mettre des checkpoints, on peut faire de la vaccination, on peut utiliser des anticorps monoclonaux, on peut bloquer les inhibiteurs de la réaction immunitaire, on peut mettre des cytokines activatrices, de façon à être capable d'activer, de moduler le micro-environnement de telle sorte à ce que nous ayons la meilleure réponse antitumorale. Alors ça pose un défi qui est un défi extrêmement important. Parce qu'après avoir été sans armes et sans outils pendant longtemps, aujourd'hui, les immunothérapeutes disposent d'un arsenal absolument majeur et il y a un risque de trop-plein. Et ce risque de trop-plein, je le prends dans la cuisine. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans la vieille ville de Jérusalem, chez un vendeur d'épices. Et on sait bien que les épices, c'est drôlement bon quand on les met dans un plat. Le problème, c'est que si on en met trop, ou qu'on les mélange pas bien, ça peut devenir tout à fait indigeste et ça peut poser des problèmes. Et aujourd'hui, la situation de l'immunothérapie, elle ressemble un petit peu à ça. On a un peu de rouge, on a un peu de vert, on a un peu de jaune, on a un peu de tout, et on est en train de mélanger ça les uns avec les autres, et qu'il faut contrôler de la meilleure façon. Vous voyez que mes collègues qui sont plus sérieux que moi, quand ils publient un papier scientifique, ils ont une iconographie qui ressemble beaucoup aux épices de la vieille ville. Ça, c'est les couleurs différentes, et ça, c'est le nombre d'agents qui sont associés entre eux en immunothérapie. Vous n'avez pas besoin de lire les chiffres, mais vous voyez qu'ici, on est à des centaines d'agents qui sont associés entre eux. Alors, certains plus que d'autres, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis, vous voyez que c'est une tendance qui va se développement. En 2009, il y avait 136 patients enrôlés, c'est le début de l'essai que je vous ai montré sur CTLA4, et un essai. En 2017, il y a plus de 50 000 patients enrôlés par an dans des essais, dont plus d'une centaine d'essais, et on est certainement très en dessous de la réalité. Donc, voilà, on fait beaucoup de choses, et ça peut être tout à fait important. Et on aboutit, Chen et Mellman ont publié ça. Ça, c'est tout ce qui est en cours, et c'est déjà un petit peu vieux. Vous voyez, c'est en 2016. Donc, vous voyez que quand on regarde ça, on demande à revoir la diapositive de cytokine de Sébastien, parce que c'est nettement plus clair que ça. Et c'est un vrai risque. On a un vrai risque que si on ne fait pas, je reviens, de recherche fondamentale, si on ne sait pas où on va, si on n'ordonne pas nos essais, l'enthousiasme et l'espoir que ça suppose, que ça soulève pour chacun d'entre nous, cette nouvelle approche, risque de se perdre un petit peu dans les vagues, et qu'il faut ordonner tout ça. Quels sont les défis de demain ? Le défi de demain, c'est, vous avez vu les courbes, elles sont formidables, de vie des patients, elles sont à 20%, 30%, 40% dans les bons cas. Ça veut quand même dire que 80%, 70%, 60% ne répondent pas. Et c'est ce qu'on appelle la résistance primaire. Donc il faut comprendre ça
et comprendre les mécanismes de résistance primaire. Il y a la résistance secondaire, c'est-à-dire qu'un patient répond à l'immunothérapie. Et puis, il échappe, parce que le cancer a 10 ans d'avance sur nous dans l'organisme. Donc on a beau être malin, on est intelligent, on combine, on met les bonnes épices, mais il a déjà, dans son interaction de symbiose, pris de l'avance sur nous. Donc ça, ici, il faut apprendre à le contrôler. Et puis, il y a des cytotoxicités spécifiques qui aussi ne sont plus ce qu'elles étaient dans le temps de l'IL-2 à forte dose, mais doivent être prises en compte. Alors, je ne vais pas vous décrire tous ces mécanismes de résistance, mais simplement, j'ai mis cette diapositive-là pour montrer qu'elles sont multiples. Évidemment, on cible un système complexe, le système immunitaire, pour qu'il contrôle un autre système complexe qui est un cancer, et un cancer qui est dans un organe donné, quand il est métastatique, il est dans un autre organe, dans des environnements qui peuvent être en partie différents, etc. Eh bien, les mécanismes d'échappement à tout cela peuvent être nombreux, et il est absolument essentiel de pouvoir les contrôler et mettre ensemble, coordonner les différentes approches thérapeutiques, chimiothérapie, radiothérapie, thérapeutique ciblée, immunothérapie, de telle sorte à contrôler au mieux ces mécanismes de résistance. Et puis, le dernier point que je voudrais soulever, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a une toxicité spécifique qui ne doit pas faire peur, parce qu'elle est complètement contrôlable de ces immunothérapies. Évidemment, le cancer, c'est un élément du soi, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, quand vous enlevez le frein, le système immunitaire, c'est comme une voiture, elle y va, hein, et elle va aussi avoir des réactions contre les cellules normales que nous avons là et induire des syndromes d'auto-immunité qui sont nouveaux, qui sont contrôlables, qui montrent que l'immunothérapie maintenant est efficace, mais qu'il faut apprendre à détecter, apprendre à prendre en compte et du coup dépasse le monde des oncologues, des immunothérapeutes et des oncologues en général pour aller dans le monde de la médecine interne en général et des médecins qui vont avoir de plus en plus de patients à en prendre en compte et qui devront traiter ça. Donc ma conclusion, c'est, vous le verrez, l'immunothérapie est devenue une modalité de traitement incontournable aujourd'hui. Et je vous rappelle, 2010-2011, donc en moins de 20 ans, quelque chose qui était un peu méprisé est devenu un élément incontournable. Son association avec les autres modalités de traitement, chimio, radiothérapie, doit permettre de contourner les résistances spontanées et acquises, comme je vous ai dit un mot. Les toxicités spécifiques à l'immunothérapie demandent une prise en charge spécifique. Et puis le dernier point, ça coûte très cher ces traitements. Et quand on parlera, je ne sais pas si Nicolas abordera cette question de CAR-T, on parle de centaines de milliers de dollars pour une injection. Donc c'est efficace, mais c'est très cher. Et donc le prix des traitements d'immunothérapie est un problème majeur qui nécessite bien plus que l'implication des médecins, mais l'implication d'acteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de la Ligue contre le cancer, de nombreux acteurs pour pouvoir être pris en charge et résolus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté gentiment. Et